Très heureux de vous retrouver en ce mardi 3 février sur Radio Corse International, sur Télépaèse. C'est la matinale. Au programme de votre matinale, des invités comme d'habitude. On se retrouve juste après le générique et la voix d'Aimé Pietre et notre père fondateur. Bonjour, salut a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, on débute avec le jingle de Radio Corse International, jingle historique, et la voix d'Aimé Pietre avec son bonjour, salut à tutti, que toute une génération peut reconnaître. Bon, c'est notre matinale de l'info, de la météo, les invités. On va parler de cinéma italien, puisque c'est le festival du cinéma italien tout au long de la semaine. On va aller faire un petit détour du côté de Noir et Blanc avec André Casabianca pour rencontrer des artistes. C'est le programme de votre matinale. Puis on aura aussi de la philo avec Christophe Descarreaux. Mais on débute pour cette matinale avec de la météo. Un peu de soleil, ce serait bien, mon cher Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel de ce mardi sera souvent bien chargé avec des averses en matinée dans le Cap-Corse, sur le relief ainsi que dans le Cortenay. Si des éclaircies se dessinent dans l'après-midi près du littoral, par contre le temps va rester encore instable dans l'intérieur de l'île, notamment dans le Cortenay, les Deux-Sèvres, l'Alta Rocca ou encore le Sartenay, avec une limite pluie-neige qui se situera vers 1500 mètres. Jusqu'en milieu d'après-midi, c'est le vent d'ouest qui va régner sur la face à l'occidental, aux extrémités et en montagne. Dans l'après-midi, en fin d'après-midi du moins, c'est le vent de nord-est qui va prendre le relais. Les maximales de ce mardi se situeront entre 12 et 15 degrés près des côtes et de 3 à 11 degrés dans l'intérieur de l'île selon l'altitude. On débute avec les faits divers et cet accident de la circulation qui aurait pu être dramatique hier soir à Casalabrise, en Corse du Sud, pour des raisons encore inconnues. Une voiture s'est déportée de la chaussée et a heurté deux autres voitures qui venaient en sens inverse. Fort heureusement, on ne déplore que 3 blessés légers. L'un d'eux, un quinquagénaire, a été transporté par hélicoptère à l'hôpital d'Ajaccio. Suite à la grève des marins CGT de Corsica Linea et de la Méridionale, le trafic entre la Corse et le continent est très perturbé, voire même paralysé sur les lignes de la délégation de services publics. À Marseille, l'accès nord du port est bloqué par des embarcations et 5 à 6 navires sont restés à quai. Un navire de croisière a dû se dérouter sur Toulon. Ce mouvement a été lancé par la CGT des marins de Marseille pour dénoncer des menaces sur l'emploi et une concurrence jugée déloyale. Selon le syndicat, 1 millier d'emplois seraient menacés sur l'ensemble des deux compagnies. Le syndicat CGT réclame l'élaboration d'un programme de flotte commun pour 2026 entre la Corsica Linea et la Méridionale et également l'ouverture de nouvelles lignes. À noter que ni STC ni SAEM ne suivent le mouvement qui inquiète les transporteurs corses dont les camions sont bloqués à quai. Au collège Giraud-Abbatial, la grève des personnels initiée par ceux-ci a été reconduite ce mardi. Dans ce dossier, l'intersyndicale SNALC STC-FSU dénonce des conditions de travail dégradées suite à la fermeture en novembre dernier d'un bâtiment pour risque d'affaissement. Le personnel demande à la collectivité de Corse, propriétaire des murs, sa réouverture partielle et un calendrier des travaux. Une réunion entre représentants du personnel et de la collectivité de Corse est prévue aujourd'hui pour tenter de débloquer la situation. Du côté de la collectivité, on souligne être dans l'attente d'un rapport définitif d'une entreprise mandatée pour sécuriser le site et estimer la durée des travaux. Un rapport qui devrait être délivré vendredi. Sport en volée. Après sa défaite le week-end dernier au Palatine ou face à Tourcoing, le GFCA sera en appel ce soir à Paris dans le cadre de son championnat de Pro A. Et puis après un début d'année très froid, le mois de janvier a été marqué par de nombreuses intempéries, a souligné hier Météo France dans son rapport du mois de janvier. Les pluies ont été abondantes surtout sur la Bretagne, le Roussillon et la Corse, entraînant des inondations, alors que sur les Alpes du Nord, les Vosges, le Jura et le Massif central, l'enneigement est déficitaire. La neige est par contre tombée en abondance sur l'est des Pyrénées, les Alpes du Sud et la Corse. Sur le Roussillon et la Corse, il a plu 1 jour sur 2 et il est tombé entre 3 et 4 fois la normale mensuelle. Merci Philippe. Allez, on va retrouver avec vos invités dans un petit moment. On va poursuivre avec les courses hippiques. Allez, on s'en va du côté de l'Hexagone. Les pronostics hippiques.
les amateurs de course hippique. Au niveau régional, les courses, la saison va redébuter au mois de mars, mais on en reparlera en ce moment-là. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 3, Diva del Ronco. Passons à la 7e course où le 7, Melia Barbet devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, numéro 6, Idola. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Bon, comme tous les jours, il y a des gens qui attendent leur horoscope. Moi je suis Lion, vous je sais pas. Vous écoutez, c'est Paxi qui vient nous rejoindre comme tous les matins. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, votre journée sera mouvementée par des bonnes et des mauvaises situations. Adaptez-vous au mieux possible, en tout cas, on peut dire que votre quotidien va être bouleversé. Les taureaux, aujourd'hui, pour vous, ce sera de la paix, de la quiétude et de l'amour. Profitez du présent et de ces bons moments dans votre foyer et dans votre vie sentimentale. Les Gémeaux, n'hésitez pas à discuter, à dialoguer s'il y a eu des incompréhensions entre vous et d'autres personnes pour pouvoir arranger les choses et repartir sur une amitié d'autant plus belle. Les Cancers, ne laissez pas vos émotions négatives prendre le dessus sur vos actions. Faites au mieux possible, bien sûr, pour prendre du recul et ne pas laisser n'importe quel mot ou action sortir qui ne serait pas adapté à ce que vous vivez. Les lions, même si je sais, vous savez et que vous aimez passer du temps avec les gens que vous appréciez, parfois, passer du temps seul fait énormément de bien. Profitez de cet instant pour vous détendre, pour vous recentrer et peut-être réfléchir si vous en avez le besoin. Les vierges, aujourd'hui la journée va être faite d'épreuves et ça va vous paraître très long. Mais ne vous inquiétez pas, ces choses-là ne durent pas tout le temps. La seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Les balances, on analyse, on prend les informations, on observe pour maintenir son équilibre. Et on peut dire une chose, c'est que l'équilibre, ça vous connaît. Les scorpions, vous avancez, vous avez des buts et des objectifs et vous cherchez du résultat. Et vous faites tout ce qui sera en votre pouvoir pour protéger cela. Continuez comme ça, vous êtes en bonne voie. Les sagittaires, vous êtes ancrés, ce serait compliqué de vous enlever de votre zone de confort parce que pour le coup vous êtes vraiment stable dedans et ça vous permet d'avoir les idées claires, la tête sur les épaules et un regard avec de grandes perspectives. Les Capricornes, vous allez rester dans le silence pour préserver votre paix et votre quiétude. Vous protégez énormément votre bien-être et je le comprends tout à fait, j'en suis de même, mais pour le coup faites cela si vous en ressentez grandement le besoin. Les Verseaux, vous pourriez avoir envie de bouger, de vous évader, peut-être même pour certains, pourquoi pas de voyager. Surtout si vous vivez des situations qui peuvent vous paraître douloureuses, épuisantes et qui causent de la tristesse et de la peine. Les Poissons, certaines actions vont vous permettre de concrétiser pleinement vos projets et d'arriver à leur aboutissement. Et ça, c'est vraiment super. Choisissez bien vos actions, ça vous servira. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez une consultation privée, vous avez un numéro de téléphone, vous appelez, elle peut vous faire ça par téléphone ou bien directement chez vous. Voilà donc pour l'horoscope. On parle de cinéma, de la philo, ça vous dit, avec Christophe Di Caro, qui vient nous rejoindre comme tous les mardis. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette philo-chronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Alors aujourd'hui, un sujet assez intéressant que nous allons traiter, nous allons parler de nos sens, notre perception et en problématisant un petit peu sur cette question, autour de cette question, nos sens peuvent-ils nous tromper ?
Ou mieux encore, est-ce que nous voyons le monde tel qu'il est, ou plutôt tel que nous sommes, ou tel que nous le ressentons? Alors, je sais que vous pensez déjà à l'auteur auquel je vais me référer, qui est bien évidemment René Descartes, dans son discours de la méthode, et René Descartes qui part du principe que nos sens sont toujours trompeurs. Alors, c'est une opposition entre pensée, ou pas intuition forcément, mais entre ressenti d'un côté et raisonnement scientifique de l'autre. On va prendre un exemple très simple. Lorsque nous sommes en groupe, dans un lieu, dans une salle par exemple, et que quelqu'un dit « j'ai chaud », la vraie question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une vérité fondamentale? Le « j'ai chaud » d'une personne est-il le « j'ai chaud » de l'autre? Le seul critère de référence ici, c'est le critère sensible, sensitif, qui fait qu'une personne a chaud, tandis que l'autre a peut-être froid ou est peut-être bien. Regardez, souvenez-vous lorsque vous étiez en classe et que quelqu'un voulait ouvrir la fenêtre et que l'autre disait non, généralement, ça finissait en dispute. Alors, puisque nos sens peuvent nous tromper et que le j'ai chaud n'est pas un j'ai chaud universel ou dogmatique, puisque ce n'est pas une vérité inaliénable, alors on va se mettre à réfléchir. On dit qu'est-ce que la chaleur? Voilà qu'on devient philosophe. Le discours de la méthode, justement, c'est de se détacher de tout ce qui est hérité des expériences sensibles pour arriver à quelque chose d'un peu plus intelligible et scientifique. Alors, on va inventer quelque chose, c'est le thermomètre. Et le thermomètre, avec son mercure, va nous donner la température. Autrement dit, lorsque quelqu'un dit j'ai chaud et que l'autre dit j'ai froid, eh bien la science nous dit il fait 23 degrés. À ce moment-là, plus de jugement moral, plus de jugement sensible, simplement une réalité scientifique. Et à partir de ce constat scientifique, puisque enfin nous avons raisonné pour nous mettre d'accord, eh bien on peut établir que celui qui a froid alors qu'il fait 32 degrés, c'est peut-être qu'il est malade. Alors on va commencer à chercher le pourquoi, du comment, etc., etc., etc. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, qu'ici le jugement que l'on fait du monde, si nous ne le passons que par le prisme du sensible, eh bien il y a de fortes chances qu'il soit faux, que notre jugement soit faux, parce qu'il n'est pas étayé par une réflexion scientifique, étayée de preuves qui permettent d'avoir une vraie vision d'une réalité, ou plutôt d'un réel potentiel. Alors, mesdames et messieurs, plutôt que nous emporter dans nos jugements hâtifs, que cela soit sur des réseaux sociaux, dans la vie, dans nos altercations, dans notre appréhension de notre voisin, d'un des membres de notre famille, qu'on va tout de suite ranger dans une case, apprenons d'abord à nous asseoir, à écouter et à chercher à comprendre le pourquoi du comment. N'oublions pas que, en science, tout phénomène est lié à une cause. Parce que si on enlève la cause qui justifie le phénomène, nous sommes dans le miracle. Alors, je nous souhaite à tous un miracle, mais avant qu'il arrive, soyons scientifiques. Merci, à bientôt. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Citoyens, voyageurs, philosophes, je viens de l'époque de Marc Aurèle. Voici la couronne de laurier d'or. On dit qu'elle confère force, puissance et goodies à celui qui la possède. Assistez aux 5 entretiens d'Aurélie et repartez avec les 5 livres sacrés. Et la couronne sera vôtre. Bon courage, citoyens. Ave Aurelius, Philoshop et librairie. Merci Christophe, et puis ce rendez-vous ce samedi, une fois de plus à la causerie à Fouriane, avec les invités donc, de Christophe Dicaro. N'hésitez pas à venir aux alentours de 17h donc, pour cette belle conférence philo avec un bon paquet de monde encore une fois la semaine dernière. Et puis l'émission de la semaine dernière sera rediffusée sur Télépaèse et vous pouvez la retrouver déjà sur le site de Radio Corse International. Ouais, je vous parlais de cinéma, c'est le cinéma italien bien sûr qui se déroule actuellement sur la région bastiaise, le festival 38e édition, et nous avons des invités tous les jours donc, pour nous parler de ce festival.
Bonjour, tout au long de cette semaine, nous allons parler cinéma italien à l'occasion de la 38e édition de ce festival de Bastia. Notre invitée aujourd'hui, Valentine Lévy, qui est responsable de la SAS Valentine Loeb Pictures, invitée du Festival italien de Bastia lors de cette 38e édition. Valentine, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous un petit peu cette société que vous avez créée il y a quelques années, Valentine Loeb Pictures. En quoi ça consiste exactement? Alors, Valentine Loeb Pictures accompagne le développement et la distribution des films. La société a travaillé très longtemps pour un homme qui est assez connu dans le cinéma français, qui s'appelle Pascal Thomas. Et j'étais en contact avec l'Italie à la fin de l'année 2023. Et à partir de ce moment-là, la production italienne du film dont nous parlons, donc Francesca et Giovanni Falcone, Falcone ne faisant pas partie du titre, mais qui est l'histoire du juge, mais de surtout Francesca Morvillo, magistrate, sur lequel je reviendrai après, est venue me chercher pour s'occuper de la distribution et de la présentation de ce film en France. Alors, je suppose que quand on crée une telle société, c'est qu'on est passionné de cinéma. Alors, totalement passionné de cinéma, un monde merveilleux. Alors, comme dans toutes les activités professionnelles, si je dis merveilleux, on risque de me dire que vraiment, je n'étais pas réaliste. Le cinéma est une vraie passion et je suis ravie de pouvoir continuer à œuvrer dans ce domaine et le ferai aussi longtemps que je peux. Avec une préférence pour le cinéma italien? Alors, le cinéma italien est fantastique. Moi, j'ai effectivement une préférence pour cette typologie de cinéma. Bien entendu, la production française est extraordinaire et on n'a rien à redire dessus parce que sinon, je pense que nous y passerions un certain moment. Alors, quand on parle de cinéma italien, on pense surtout au cinéma italien des années 50, 60. Aujourd'hui, il a bien évolué dans le bon sens. Il a évolué dans le bon sens. Il y a effectivement des réalisateurs qui continuent à mener des films extrêmement intéressants. C'est vrai qu'on les voit peu finalement en France, parfois un peu sous-représentés malheureusement. C'était aussi un peu cette idée de se dire que parce que ce projet n'était pas si simple, il me passionnait aussi. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film de Ricky Tognazzi et de Simone Izzo? Il faut comprendre dans ce film... C'est une histoire d'amour. Alors, c'est une histoire d'amour, mais c'est surtout, nous avons 3 grands thèmes très importants. On a Francesca Morvillo, qui est mariée, pas avec le juge Falcone, elle a déjà sa propre vie. Elle est surtout magistrate. Elle s'occupe de manière extrêmement, très intuitive et avec beaucoup de courage, des enfants qu'elle détourne de la mafia, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas les enfants se faire enrôler par la mafia, ou quand ils sont emprisonnés, elle fait en sorte qu'ils aient un traitement, qu'ils puissent accéder à la culture et qu'après ils ne soient pas récupérés par le milieu mafieux. Donc on a déjà le thème de la femme, une femme très courageuse, qui divorce de son mari pour rejoindre le juge Falcone. Donc on a dans une Sicile, à Palerme, dans ces années-là, on imagine bien que les femmes ne s'amusent pas à divorcer et à se séparer. Elle a un travail complètement sidérant puisqu'elle est magistrate, donc forcément très peu de femmes ont accès à ce genre de poste, et la protection des enfants. Puis ils se rencontrent et à ce moment-là, forcément, leur combat étant de même nature, il y a évidemment cette histoire d'amour parce qu'il y a un vrai coup de foudre, et ce coup de foudre se transforme dans une histoire d'amour parce que les sujets menés sont des sujets par lesquels ils sont tous les deux passionnés. Donc en fait, tout les réunit dans la vie. Et jusqu'à la mort, puisqu'ils meurent ensemble.
Je suppose, puisque vous occupez ce film, que vous avez rencontré les réalisateurs et les acteurs. Alors, les réalisateurs, Ou les deux réalisateurs, les oui. deux réalisateurs, pour être très honnête, non. Mais en revanche, on a des rapports très proches avec l'actrice principale, Esther Pantano, qui nous fait l'honneur d'arriver dès demain, qui sera là, qui sera à Bastia, qui fera un voyage d'ailleurs un peu long parce qu'elle n'était pas tout à côté, et qui viendra s'exprimer elle-même pour nous présenter le film elle-même, et je suis ravie de sa présence et de son arrivée. Alors, vous parlez de primeur, on a la primeur ici aussi à Bastia, parce que le film est sorti il y a quelques mois en Italie, mais pas encore en France. Tout à fait, c'est vraiment la primeur à Bastia, on est très contents. Bastia, le festival du film italien est un festival extrêmement important. Il y a eu vraiment un concours de circonstances absolument merveilleux. Et si vous m'accordez encore quelques secondes, je vous raconte l'histoire. Monsieur Jean-Baptiste Croce, qui est donc le président du festival, se rend à Cannes, comme chaque année, et fait une petite escapade à San Remo. San Remo, il s'y rend pour faire, je ne sais d'ailleurs pas exactement quoi, en tous les cas, se balader un peu et se changer un peu de l'univers de Cannes. Et il voit une file d'attente, et il se dit devant un cinéma, il dit « Oula, autant de monde, ça doit être formidable ». Et il s'agissait donc du film de Francesca et Giovanni. Il rentre, il voit ce film, il ressort, et je suis contactée quelques jours après. Oui. Il me retrouve, je ne sais d'ailleurs pas très bien comment, il faudra lui poser la question. Et donc, il me contacte, et donc tout s'est enchaîné, et on a eu un accueil, et nous avons un accueil absolument extraordinaire. Et j'en profite pour remercier, bien entendu, tous les organisateurs du festival. C'est formidable, une organisation hors pair, et un festival qui vraiment est à la hauteur de tout ce qu'on peut espérer. Alors justement, vous parliez, il y avait des longues listes, des longues files d'attente. Quel accueil il a reçu, ce film, en Italie? Il a reçu un bon accueil. Je crois après que c'est un sujet qui est quand même, et qui est le dernier pan de ce que je voulais évoquer, puisqu'on a parlé de la troisième phase, c'est-à-dire l'amour entre les deux, mais notre sujet, c'est tout de même la mafia. Nous avons quand même un sujet qui est extrêmement prédominant, un sujet qui continue à sévir, ce sujet pose de véritables problèmes encore actuellement. Je pense que tout le monde regarde la télévision, le sujet des narcotrafics, du narcotrafic, etc. Voilà, c'est un sujet qui se vit au quotidien. D'où l'intérêt, le triple intérêt sur ce film, c'est que nous soulevons des thèmes très forts. Et donc, ce ne s'agit pas simplement d'un film pour voir une romance, mais il y a de forts messages à l'intérieur. Et c'est ce que, évidemment, les réalisateurs ont souhaité faire. Alors, vous mettez l'eau à la bouche de nos internautes et de nos téléspectateurs qui sont hors de Corse. Quand est-ce qu'on pourra le voir en France, ce film? Alors, écoutez, là, je ne peux pas vous donner, parce que ça reste encore confidentiel, mais ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. Alors, aujourd'hui, vous êtes à Bastia, vous aimez le cinéma italien, le cinéma en général. Vous connaissez un petit peu le cinéma corse? Alors, le cinéma corse, jusqu'à encore hier, absolument pas. Je vais être extrêmement honnête avec vous. En revanche, j'ai eu la chance de pouvoir voir un film de Renato Frassati hier soir qui s'appelle Beatrice, qui a été tourné en 2018. J'ai été extrêmement touchée par ce film. Et un des sujets qui a été soulevé hier, c'est justement le développement du cinéma corse. Et effectivement, quelques réalisateurs, sans être sur le continent, arrivent à développer un certain nombre d'œuvres, et je trouve ça fantastique. Valentine Lévy, merci beaucoup, et puis bon séjour parmi nous. Merci infiniment, et à très bientôt.
Notre invitée Daniela Porto qui est venue présenter un film et un livre également puisqu'elle est auteure mais également réalisatrice. Daniela, bonjour. Bonjour. Alors ce film s'appelle Il mio poste qui, on va en parler. Alors ce film c'est d'abord un livre. Alors nous allons la traduction de l'animateur et le traducteur officiel du cinéma italien Oreste Saccheli. Dunque, questo film prima di tutto è un libro. Sì, la storia di Il mio posto è qui nasce prima come libro e poi è stato trasposto in un film per il cinema. Oui, l'histoire, c'est d'abord un livre, Io sono qui, Il mio posto è qui, pardon, et ensuite ça a été un film. Comment est née l'idée de ce livre? Allora, entrambi i miei genitori sono calabresi e la storia è ambientata appunto in Calabria e mia madre mi ha raccontato la storia di un omosessuale che negli anni 60, quindi in realtà dopo, aiutava le donne a organizzare il matrimonio. Quindi da questo personaggio mi è nata l'idea poi di tutta la storia del libro. Alors mes deux parents sont calabrais et ma mère m'a raconté l'histoire d'un homosexuel qui en Calabre, dans un village, organisait les mariages pour les jeunes, aidait les jeunes femmes à organiser leur mariage. C'est à partir de ce personnage que j'ai eu l'idée de développer ce récit. C'est l'histoire finalement d'une rencontre entre cet homosexuel et cette femme qui est un peu perdue. Un incontro tra un omosessuale e questa donna che è un po' smarrita. Sì, è il racconto di un'amicizia, di un incontro tra due emarginati che insieme riescono a fare una piccola rivoluzione all'interno di un contesto un po' arretrato culturalmente. Oui, c'est l'histoire donc de deux personnages qui se rencontrent, deux personnages que la société locale a un peu marginalisés. Et cette rencontre, cette amitié va faire une petite révolution, va opérer une petite révolution dans cette micro-société. Alors, au début, c'est une fille qui est timide et elle prend de plus en plus de force à son contact, justement. Dunque, prima è una ragazza timida che però col contatto con l'omosessuale diventa sempre più spigliata. È una ragazza che finalmente per la prima volta a cui le viene offerta la possibilità di conoscere il mondo, di conoscere qualcos'altro di diverso rispetto a quello che le veniva insegnato sin da piccola, e da lì ha la possibilità di sognare e di immaginarsi qualcosa diverso per la sua vita. Oui, c'est donc par cette rencontre que cette fille a la possibilité de découvrir autre chose que le monde fermé dans lequel elle se trouve et surtout d'imaginer qu'elle peut avoir un autre avenir. C'est un peu l'émancipation avant l'heure, puisque c'est un film qui se passe après-guerre, c'est ça? Sì, è la storia di un'emancipazione femminile, questa è una piccola storia in realtà, una piccola guerra di emancipazione femminile che avviene in Italia negli anni 40, un pochettino in anticipo rispetto poi a quello che è successo realmente in Italia. Oui, donc c'est une petite histoire d'un petit personnage qui réalise un itinéraire d'émancipation qui se produira un peu plus tard dans toute l'Italie. Alors, c'était un livre, ça a été un best-seller en Italie. Comment est venue ensuite l'idée de faire le film? Come è venuta poi l'idea di fare il film? In realtà, mentre stavo scrivendo il libro, quasi quando era terminato, mio marito ha letto la storia, ne è rimasto molto colpito, emozionato. Mio marito è un regista e ha detto: questa storia è perfetta per un film. Benissimo, sei un regista, fai tu la regia del film. Donc mon mari est cinéaste et lorsqu'il a lu le livre, lorsqu'il a lu le récit, lorsqu'il était terminé, il a dit mais c'est parfait pour faire un film. J'ai dit bon bah très bien, tu es cinéaste, fais le film. Alors qui dit film dit casting. Le casting a été long, je crois. Sì, il processo di ricerca dei giusti personaggi è stato piuttosto lunga. In un film del genere, secondo me, è fondamentale trovare gli attori giusti, che abbiano anche una chimica tra di loro giusta, perché se Marta e Lorenzo non emozionavano, la storia di tutto il film sarebbe crollata, e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Oui, le casting a été long parce que pour un film comme celui-ci, il fallait trouver des personnages, il fallait trouver des comédiens qui étaient justes pour les personnages. Parce qu'en effet, non seulement il fallait qu'ils soient justes en tant que personnages, mais qu'ils aient aussi une interaction
qu'entre eux, il y ait une certaine chimie qui permettait de faire passer l'émotion. Autrement, si les deux personnages n'avaient pas ce type de chimie dans leur interaction, l'histoire ne tenait pas. Et finalement, il y a eu cette alchimie. C'è stata questa alchimia? Io penso proprio di sì. Insomma, chiunque vede il film rimane assolutamente colpito dall'interpretazione di entrambi gli attori e ne rimane anche molto emozionato. L'emozione che trasmettono i due attori è molto forte. Oui, je crois que ça a bien fonctionné. De fait, beaucoup de spectateurs ont dit qu'ils avaient été émus par justement cette histoire et par la relation entre les deux personnages. Il y a déjà d'autres projets, d'autres livres, d'autres films en préparation? Al momento attuale sto scrivendo il mio secondo libro, è un processo lungo perché comunque scrivere i libri è, come ti raccontavo prima, è qualcosa che si fa in solitario, quindi è piuttosto a volte lungo perché bisogna andare avanti con le proprie forze. Oui, je suis en train d'écrire mon deuxième roman, mais bon, écrire un livre, c'est un travail qu'on fait seul, et donc il ne faut compter que sur soi, et ça peut prendre un certain temps. Il n'y aura pas le mari derrière? No, dopo. Le mari, ce sera après. Entra in campo dopo. Dernière question, votre regard sur ce festival italien de Bastia? Allora, vedo stasera moltissime persone qui al cinema, quindi sono molto contenta della risposta del pubblico perché significa che è un festival con delle profonde radici all'interno di questa comunità e questo sicuramente è un lavoro che si può fare solo nel corso di molti anni, quindi trovo un bellissimo festival. Donc je vois qu'il y a une certaine affluence et donc ça signifie que ce festival fonctionne et ça ne peut fonctionner que si c'est un festival qui est bien enraciné dans le lieu et ça ne peut être que le fruit d'un travail de longues années. Daniela, merci. Merci. Oreste, merci beaucoup. Puis Merci on à vous vous. engage à aller voir ce film qui est en compétition à cette 38e édition du Festival italien. Mi chiamo Marta e sono nata il 25 giugno del 1923. Non ho ricordi fino all'età di 4 anni. Mi ricordo il matrimonio del barone, quando la carrozza passò per il paese con gli sposi. A volte spero che anche Michelangelo è smemorato come me, perché allora significa che non si ricorderà le cose brutte della guerra. Amnistia, esecuzione, capitale, mezzadria, proroga. Oi Marta, chi è salita gnocchi ripeti tutto il giorno? Ma niente, fate tu. Caparra, compromesso. Cara Marta, stai andando avanti bene. Da oggi comincerò a mandarti degli articoli. Scrivi un sunto con un tuo commento. Voilà, donc pour le festival, il y a de belles représentations que vous allez pouvoir retrouver un peu dans toutes les salles de cinéma bastiaises. Hein. N'hésitez pas, si vous avez loupé quelques films, je vous invite à aller les voir. On se refait un petit point sur les titres de l'information, c'est avec Philippe Jam. Suite à la grève des marins CGT de Corsica, Linea et de la Méridionale, le trafic entre la Corse et le continent est paralysé sur les lignes de la délégation de service public. Au collège Giraud, le ton se durcit entre le collège et la collectivité de Corse. Le collège restera fermé ce mardi. Des négociations auront lieu aujourd'hui entre CDC et syndicats. Sport en volée, après sa défaite le week-end dernier face à Tourcoing, le GFCA sera en appel ce soir à
à Paris dans le cadre de son championnat de Pro A. Et puis météo, c'est un temps qui sera encore bien instable ce mardi. Merci Philippe, et rendez-vous à demain donc pour les infos et pour les invités. Puis je vous rappelle que si vous avez une association, vous voulez parler d'un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour venir nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International, ou bien on vient directement chez vous, au choix, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas, on vous passe un coup de fil, un petit SMS, même sur les réseaux, plusieurs manières de pouvoir nous joindre. On va aller faire un petit détour du côté de la galerie Noir et Blanc. Ça va du côté du marché de Bastia. Cette fois-ci, on retrouve André Casabianca et des artistes peintres, bien sûr, du côté de la galerie. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. La galerie Noir et Blanc et des surprises à la galerie Noir et Blanc, comme à chaque fois. Et là, on a le travail d'Erka. Mais l'ensemble de son travail, ou une partie de son travail, on va lui demander un petit peu des explications, parce que ces tableaux remontent sur plusieurs années. Et comment vous, justement, Erka, qui est à côté de moi, comment vous avez réussi à bien donner toute cette couleur et ces couleurs et cette expression là que l'on voit sur les murs, hein. Alors, comment j'ai réussi? En fait, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Non, mais je pense que c'est une accumulation de tout le temps de peinture que j'ai fait depuis des années. Les petites choses sont venues se greffer sur cette nouvelle série. Alors, la tâche aussi m'a beaucoup aidée puisque j'ai commencé par faire des toiles abstraites et dans les toiles abstraites se trouvaient déjà tous ces personnages. C'est en regardant mes toiles abstraites que j'ai vu sortir des figures, que l'humain était là. Donc, je suis très préoccupée par l'humain. Je pense que c'est un peu d'actualité aussi. Et donc, je me suis dit, bon, on va les laisser sortir, on va les laisser venir, et voilà. Mais moi, je ne suis pas du tout surpris de voir ce que vous faites. L'histoire, elle est là. C'est que je m'y attends, je m'y attendais, et ça rend, je crois... Ça renvoie très bien votre humanité, votre questionnement sur l'humain, quand on vous connaît bien à travers vos tableaux. Je crois que c'est ce que l'on attendait. On attendait que ça surgisse, quoi. Fallait que, comme on dit, il fallait que ça sorte. Bon, ça a mis du temps. Hein. Non, mais le temps, c'est pas un problème. Non, en fait, je me suis perdue dans l'abstrait. Parce que, bon, il n'y a pas de garde-fou, quoi. On est très répétitif en plus dans l'abstrait. Et puis surtout, je ressentais plus d'émotion. Et voilà, quoi. Donc, ils étaient tous là, en attente d'être libérés, prisonniers de cette peinture, fermée peut-être. Et là, ça sort, quoi, c'est bien. Puis ça parle du monde, ça parle des êtres humains, ça parle ethnie, ça parle, voilà. Alors là, c'est pas facile certainement d'avoir accroché les tableaux. Comment vous avez procédé? Parce qu'il y a un scénario là. Alors, comment j'ai procédé? Je me suis surtout fait aider par un artiste de la galerie, un photographe, Bernard, qui m'a beaucoup aidé et qui, justement, parce qu'il n'a pas fait des tableaux, parce qu'il était très fluide, en fait. L'accrochage s'est passé très, très bien. J'étais très, très surprise. Vraiment. Et les titres des tableaux, c'est pas facile, généralement, c'est quand même un petit problème. Oui, il n'y a pas de titre. Il y a l'humain. Il y a un titre sur la thématique de l'exposition, c'est l'humain dans tous ses états. Oui. Donc le titre, c'est l'humain, mais pour tous les tableaux. Oui, ce qui est... oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Voilà, il n'y a pas de titre parce que, en fait, je pense qu'ils se ressemblent beaucoup, tous. Et... c'est presque toujours le même personnage qu'on fait. Il a un côté inquiétant et poétique aussi, vos visages. C'est un peu... il y a une force qui se dégage de vos tableaux et il y a aussi une poésie parce que il y a ce parallèle, je trouve, la force et la poésie.
Alors, l'inquiétude, je pense qu'elle est plus pour moi que pour les personnages qui, en fait, qui nous regardent et qui nous interrogent. C'est vraiment ce que je ressens, moi, maintenant. C'est que ces personnages sur ces toiles nous regardent, nous interrogent, mais ne nous regardent pas méchamment du tout. Et en fait, peut-être que la poésie vient de leur univers propre, quoi, de leur attitude, de leur, voilà. C'est étonnant. C'est un dialogue, en fin de compte. C'est un dialogue C'est parce un qu'il y a dialogue, beaucoup... oui. Oui, c'est un dialogue Oui. et on sent que ça vous procure un peu de plaisir et même du plaisir. Parce Oui. que... Oui, disons que ce sont des personnages que j'ai certainement rencontrés quand j'ai voyagé, hein, mais à cette époque-là, je ne faisais pas attention. Donc, bon, les aborigènes d'Australie, les Kanaks, voilà, il y a tout un tas de personnages comme ça que j'ai rencontrés, qui ont dû se mettre dans ma mémoire, puis qui sont ressortis des toiles abstraites, donc un grand périple. Voilà. Quelque chose de, voilà. En tout cas, c'est un pur bonheur parce que c'est toutes ces couleurs, les figures qui ressortent bien. Il y a comme je le disais tout à l'heure, un questionnement. Oui. Il y a qui oui. nous sommes, qui êtes-vous, oui, voilà, et qu'est-ce que nous allons faire ensemble dans oui. le sens de l'humanité, quoi. Oui, c'est un peu ça, et c'est important parce que mine de rien, l'interrogation que nous porte le tableau, on y réfléchit. On y réfléchit, on n'est pas forcément très tranquille et on a quelque chose comme ça qui revient en disant ben eh bien c'est comme ça. Eh bien maintenant c'est aux spectateurs oui. de venir d'abord et de s'approcher s'approcher des tableaux et de comprendre et pourquoi pas eux-mêmes pouvoir questionner les spectateurs. C'est aussi à eux de jouer avec les tableaux et ce questionnement. Voilà. J'espère bien. Il y a donc l'exposition d'Erka qui se déroule dans le haut de la galerie, dans les deux salles. Et puis en bas, il y a cette petite salle très très jolie, très belle. Et Tony Casalonga, qui est à côté de moi, a donc mis plusieurs tableaux et même une grande surprise qui demande des explications. Alors, Tony, expliquez-nous un peu ce cheminement. Déjà, par exemple, quand je vois vos tableaux avec ce jaune, cette écrue, les forces justement qui se dégagent de la nature, des personnages, c'est quand même tout ça un symbole, des symboles, mais d'une force, quoi, voilà. Oui, effectivement, cette couleur qu'on retrouve sur absolument tous les fonds, qui sont les fonds de paysage et de ciel. Les cieux, le ciel et la terre ont la même couleur. Et simplement pas la même densité de couleurs. Et ça, c'est pour moi caractéristique des soirées en Balagne. En tout cas, du côté de la Corse où le soleil se couche. Et j'ai essayé de rendre ça, en me rappelant d'ailleurs un mot magnifique de Kandinsky qui parlant de la peinture, puisque là il s'agit de peinture, c'est l'art de transformer de la matière, c'est-à-dire les pigments, en lumière. Donc j'ai voulu essayer de rendre cette lumière. Mais la lumière n'est pas tout. C'est que moi, ce que je fais est figuratif. En fait, je fabrique des images. Et comme je travaille aussi par suite, comme des suites musicales, il faut que je trouve le sujet de la suite. Et quand j'étais en train de penser à cette exposition, je rencontre mes amis écrivains, Gilles Zerline, et qui me dit « Tu devrais prendre comme thème l'évangile selon saint Matthieu ». Alors, évidemment, je sais pourquoi il dit ça, parce qu'il y a une référence cinématographique. Je sais qu'il aime. Et Pasolini. Beaucoup Pasolini. Et bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais bon, il se trouve que je ne suis pas Pasolini, puisque Pasolini a déjà fait. Oui. Que fais-je? Il me dit, parce que l'évangile selon saint Matthieu a été écrit, ou plus exactement comme s'il était écrit pour la Corse, sur la Corse, en Corse. Je dis, ben, je tombe évidemment des nues, même si je connais l'évangile selon saint Matthieu par cœur. J'ai dit, mais
comment tu peux arriver à telle conclusion? Mais ça tombe sous le sens. Je dis, mais donne-moi un exemple. Il me dit, par exemple, le premier verset qui me vient à l'esprit, Seigneur, redressez tous les chemins qui sont tordus. Je dis, est-ce que tu as vu des chemins qui ne sont pas tordus en Corse? Je dis, voilà. Et il me dit, c'est plein de choses comme ça. Là, ça a vraiment fait marcher mon imagination. Et je lui ai dit, alors, donne-moi d'autres textes. Et il m'a donné toute une série j'ai failli dire de vers, non, de versets de Saint Matthieu, qui m'ont énormément inspiré. Et c'est ça la thématique de cette exposition. C'est un peu comme quand on arrive à Matera, là où Pasolini a tourné, entre autres, et justement, et on a cette impression, c'est-à-dire, c'est plus qu'un paysage qui vous rentre dedans, c'est une vie entière, enfin, de symboles, là aussi. Et, voilà. Bon, Pigne, moi j'adore, hein, vous savez. Moi aussi. Vous aussi, c'est marrant ça. Bon, ouais. Et Gilles, disons quelqu'un que j'apprécie, voilà. Mais il y a une petite surprise quand même, là, que vous m'avez montré tout à l'heure, une petite difficulté. C'est-à-dire que pour le spectateur, de comprendre cette glace, ces miroirs, ces personnages historiques. Expliquez-nous un peu le travail que vous avez fait autour de ça. Hein. Alors, actuellement, parce que c'est une commande qui m'avait été faite, je travaille encore d'ailleurs sur une série de personnages historiques de la Corse en bas-relief sur du marbre de Carrare. Et à cette occasion, donc, j'ai dû aller sur le site, à la carrière, la cave à Michelangelo, prendre ce beau marbre blanc, immaculé, absolument immaculé. Et je cherchais effectivement des plaques assez minces, 10 cm d'épaisseur, 10-15, parce que quand je fais un bas-relief, j'ai besoin que d'une surface, une surface plate. Et en me promenant dans l'entreprise où je devais choisir des marbres, à un moment donné, je regarde un bloc qui attire mon attention parce qu'il parlait en quelque sorte, il était lumineux. Oui. Mais je ne le prends pas parce qu'il était presque cubique, il était trop. Donc je ne le prends pas. Et le propriétaire de la carrière me dit, perché non lo prendi questo? Je dis, mais parce que non, il ne me va pas. Il me dit, prends-le. Ah oui. Je dis, mais c'est un ordre, ça. Un ordre. Et alors je m'approche, je regarde, et je vois qu'il y avait écrit dessus au marqueur, Riservato. Ah. Je dis, en plus, il est réservé. Il lâche. Et il le met dans le coffre du véhicule que j'avais. Bon, j'arrive là, je bloque, que je trouve finalement magnifique, mais je ne sais pas qu'en faire, parce qu'il a 6 faces, évidemment, tout aussi belles les unes que les autres. Et là, il me vient l'idée de, en fait, faire ces personnages de l'histoire de la Corse, que je traite séparément, suite à cette commande, de les faire sur les 6 faces, et je me trouve en présence de... Il y a une des faces qui va être cachée. Oui, le fameux... Oui, ça c'est l'acte fort. Absolument. Oui, et qu'est-ce que je mets sur la face cachée? Oui. Eh bien, au fond, quelque chose qui est le fondement de tout, et qui est constitué par ces personnages historiques. Et alors, il fallait donc le faire voir, et j'ai donc dessiné une sorte de prisme à 45 degrés, dont le miroir renvoie l'image du dessous, celle qu'on ne voit jamais, qui est opposée d'ailleurs à l'image du dessus. Et ça, parce que ça aussi, ça mérite réflexion. Oui. C'est la seule figure de femme de l'histoire de la Corse, à la fois formidable et inconnue, c'est la Monaca Rivarola. Et tout ceci, pour moi, c'est une réflexion sur l'histoire, parce que ce qu'on voit dessous et qu'on ne verrait pas, c'est la testa mora, c'est-à-dire c'est ce qui identifie la Corse. L'identité. L'identité qui fuit quand on la cherche. Oui. Et qui est un combat aussi, cette identité. C'est un combat, disons que pour moi, c'est plutôt un chemin et c'est un horizon. Ou c'est un chemin qui mène à l'horizon. À travers donc tous ces mots, je suis sûr que ça vous a donné envie de venir voir
l'exposition de Tony Casalangue, et également celle d'Erka, qui peut-être entre ces deux expos, il y a des questions et des réponses. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie pour cette matinale de ce mardi. Allez, on va vous inviter donc à passer une bonne journée, bien sûr. Soyez prudents sur les routes. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Tini de Vurte a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre